Et bonjour YouTube, on se retrouve pour discuter le chapitre 5 du livre de Johann Chapoutot, Les Irresponsables. Ce chapitre qui s'appelle Un gouvernement hors sol, le cabinet des barons. Alors dans ce chapitre, on va parler du gouvernement qui va être formé sous la chancellerie de Franz von Papen et comment ce gouvernement est hors sol. Alors dans le chapitre précédent, on s'était intéressé à la chute du gouvernement Brüning, qui était le gouvernement précédent. Et ce qu'on en dit maintenant, c'est que globalement, en fait, tout le monde en Allemagne est très dupe sur le fait que Brüning tombe dû à des jeux d'entourage autour du président. Et que c'est évidemment un problème, hein, mais c'est mis en avant notamment par le SPD. Le groupe SPD du Reichstag la dénonça en des termes qui, le 1er juin 1932, pointaient la responsabilité désastreuse des entourages. La chute du gouvernement Brüning a été orchestrée hors de l'enceinte du Parlement par des conseillers irresponsables attachés au président du Reich et annonce une politique sociale réactionnaire ainsi que des assauts contre la Constitution et la démocratie. C'est très juste. Et ça, Chapoutot, ce qu'il nous dit, c'est que déjà, effectivement, le SPD a une plutôt bonne analyse de la situation, puisqu'effectivement, c'est ces manigances dans l'entourage du président qui vont faire qu'on va passer d'un cabinet dirigé par Brüning à un cabinet dirigé par Franz von Papen. En revanche, là où c'est plus discutable, c'est que le SPD décide d'un coup à dire: «Ah bah voilà, nous on est dans une opposition sans concession», mais c'est un peu tard en fait, parce que c'est au moment où effectivement le président Hindenburg et son cabinet, hein, celui dirigé par Franz von Papen, va décider que globalement on va faire sans le Parlement. C'est-à-dire que dès l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement, la première chose qui va être faite, ça va être de dissoudre le Parlement. Et globalement, décider à rentrer en franche opposition, sans concession, à un moment où le pouvoir a décidé de faire sans le Parlement, et ça a quand même plus trop la possibilité d'être un réel contre-pouvoir. D'autant plus que ce que nous dit Chapoutot, c'est que ce gouvernement, c'est un musée des horreurs pour tout électeur qui soit un tant soit peu républicain. Alors pourquoi c'est un musée des horreurs? Parce que déjà, faut rappeler que, déjà le précédent, gouvernement avec la précédente chancellerie qui était celle de Brüning, qui était déjà quelqu'un de royaliste, hein, donc on est quand même sur quelque chose, où on va plus à droite que les royalistes. Et dans ce nouveau gouvernement, on a vraiment affaire à un cabinet que, un journal va nommer le cabinet des barons, puisque il est essentiellement représenté par des aristocrates et des grands bourgeois. Si bien qu'un journal satirique de l'époque va caricaturer tout ça en disant: «Ces slogans politiques sont ridicules. L'ennemi est à droite, l'ennemi est à gauche. Allons, allons, pour un gouvernement aristocratique au-dessus des partis, il n'y a qu'une vérité, l'ennemi est en bas». Et donc, grosso modo, on est face à un gouvernement, effectivement, qui déjà se réclame au-dessus des partis, hein, comme les précédents, puisqu'on est toujours dans un truc, nous ne sommes ni de droite ni de gauche, mais c'est des gens qui sont pleinement à droite et qui ont des vues pleinement autoritaires. Mais en plus de ça, c'est des gens qui vont faire littéralement partie de l'aristocratie. Va suivre toute une partie du chapitre où Chapoutot va nous décrire quelques-uns des membres de ce gouvernement, leur parcours et ce qu'ils sont advenus plus tard. Et il va commencer par le baron qui est aux finances. Aux finances, c'est un directeur d'administration centrale du ministère du Budget qui est nommé le comte Johann Ludwig Schwerin von Krosigk, appelé plus simplement Lutzgraf Schwerin von Krosigk. Alors, qui est-il? C'est quelqu'un qui a été d'abord haut fonctionnaire, puis qui a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur du bureau du ministère des Finances du Reich en 1929. C'est quelqu'un qui va soutenir une politique qui est toujours dans une politique évidemment d'austérité, mais une politique qui est d'austérité en restant à droite. C'est-à-dire que lui, son désaccord, c'est que, alors l'austérité d'accord, mais il faut quand même soutenir les entreprises, il faut quand même arroser les entreprises d'argent public. Et puis c'est quelqu'un qui va très bien s'adapter au nazisme d'ailleurs, puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, une fois que Hitler et Goebbels se seront suicidés l'un après l'autre, ce sera lui qui sera nommé à la tête du Reich. Donc ce sera le dernier dirigeant du Troisième Reich et ce sera lui qui déclarera l'armistice et l'abandon de la guerre par l'Allemagne. À ce moment-là, ce qui se passera, c'est qu'il couvrira Himmler pendant que Himmler fait des massacres des déserteurs de l'armée.
Et donc, on est quelqu'un qui, d'une part, s'est très bien accommodé du nazisme, mais d'autant plus a largement, d'une part, participé et en plus couvert des crimes de guerre qui ont été perpétrés pendant la fin de la guerre. On nous dit Schwerin couvre ces crimes, mais il ne sera condamné en 1949 à Nuremberg qu'à 10 ans de réclusion, dont il ne servira que 2, puisqu'il bénéficie de la loi d'amnistie de 1951. Recruté dans l'organisation Gehlen, il vivra ensuite à Essen de ses rentes et de sa plume, publiant ses souvenirs ainsi qu'un essai biographique sur sa grande-tante Jenny von Westphalen, la jeune aristocrate qui avait épousé un certain Karl Marx. Une longue vie de retraité, à l'abri de son patrimoine et de ses réseaux, jusqu'à une mort paisible en 1977. Donc effectivement, il va falloir s'y préparer parce que ça va être un défilé de plusieurs personnalités qui ont commis des atrocités en participant au régime nazi et dont on va raconter la paisible mort ou même la passation à une vie très acceptée dans la société occidentale. Donc ça, c'est ce qui concerne le ministère des Finances. Les affaires étrangères du nouveau ministère échoient à un baron, Constantin Freiherr von Neurath, diplomate de carrière au service du roi de Wurtemberg avant 1918. Puis plusieurs fois ambassadeur, Italie-Royaume-Uni, très en cours dans la maison du président, qui désirait le nommer ministre depuis 1925. Donc encore une fois, ici, on est tout à fait dans ce jeu d'entourage et ce jeu de... on est face à quelqu'un que le président avait envie de nommer, parce que pourquoi pas. Et c'est quelqu'un qui va s'avérer plutôt compétent, cela dit, puisque c'est quelqu'un qui va donner une excellente réputation diplomatique au Troisième Reich. Chapoutot dira même que c'est quelqu'un qui est chouchouté par Hitler, d'une part par ce qu'il apporte, mais aussi notamment en 1938, quand il sera remplacé au gouvernement par Joachim von Ribbentrop, lui sera placé ailleurs et il deviendra plus tard proconsul colonial en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire que les terres qui auront été annexées et conquises par le Troisième Reich seront sous sa gouverne. Mais ça durera qu'un temps parce qu'en 1941, il sera remplacé parce que Hitler jugera que il est quand même un peu trop tendre avec la résistance tchèque. Et puis on nous dit que pour ses 70 ans, il reçoit une dotation de 250 000 Reichsmark de la part d'Hitler, ainsi que le grade de SS Obergruppenführer. Condamné à 15 ans de réclusion lors du premier procès de Nuremberg, Neurath est libéré au bout de 9 ans sur l'insistance du Vatican, qui s'entremet pour défendre ce catholique plus ou moins fervent. Il passe les 2 dernières années de sa vie sur le domaine familial et meurt sur son lieu de naissance à l'âge de 83 ans. Donc grosso modo, ce qui se passe, c'est que il va se retrouver condamné au procès de Nuremberg, mais le Vatican va jouer un peu des pieds et des mains pour qu'il soit libéré plus tôt, parce que c'est quand même un bon chrétien, donc faudrait pas non plus qu'il passe trop de temps en prison, malgré le fait que ce soit un nazi. À l'agriculture, c'est un autre baron qui est nommé à la fois Reichsminister pour l'agriculture et l'alimentation et Reichskommissar für die Ostlife, entre parenthèses, commissaire du Reich pour l'aide aux territoires de l'Est, Magnus Freiherr von Braun, né lui aussi sur le domaine familial en Prusse orientale, en 1878, et fils de grands propriétaires terriens. Alors lui, d'où il vient? Lui, c'est un haut fonctionnaire, mais il s'est avéré que c'est un haut fonctionnaire qui s'est fait radier parce que en 1920, il y a eu un putsch qui est nommé comme le putsch de Cap. Et ce putsch de Cap, c'est un putsch qui a échoué, et il se trouve que cette personne-là, Magnus Freiherr von Braun, c'est quelqu'un qui était un peu trop proche des putschistes qui ont échoué, et donc, pour cette raison, il avait été radié des hauts fonctionnaires. Et globalement, c'est quelqu'un qui, à la fois par son métier et par son héritage, représente les intérêts des grands agrariens. Alors on rappelle, agrariens, c'est les gens qui profitent de grandes surfaces de terre et qui vivent de leur exploitation. C'est-à-dire qu'on dirait difficilement agriculteurs, puisque c'est des gens qui sont très largement déconnectés de ce qui se passe agriculturellement parlant, mais qui juste possèdent les terres et les font exploiter par d'autres. Il est par ailleurs le père de 2 célébrités qui ont délaissé la glèbe et les blés pour la chimie et la mécanique. Alors que son fils aîné, Sigismund, a embrassé la diplomatie au service du Troisième Reich, puis de la RFA, les 2 cadets ont la tête scientifique et technique. Magnus von Braun, fils, devient diplôme ingénieur en chimie, ainsi qu'aviateur, avant d'être recruté par son frère, le SS Sturmbannführer,
Dr Werner von Braun, concepteur des fusées V2. Les deux frères sont exfiltrés en 1945 vers les États-Unis. Werner y devient le père du programme spatial américain et Magnus top manager chez Chrysler, puis directeur général de Chrysler Europe à Londres. Leur père quitte le ministère de l'Agriculture le 28 janvier 1933 et se retire dans l'un de ses domaines en Silésie avant de suivre ses fils aux États-Unis en 1947, puis de revenir vivre sur une autre de ses propriétés en Bavière où il meurt à 94 ans en 1972. Donc là, on est effectivement sur quelqu'un qui va pas servir de position officielle à l'époque où Hitler est chancelier. En revanche, bon, on voit clairement hein, aux tendances familiales qu'il n'y a pas de souci non plus profond avec le nazisme. Et c'est quelqu'un qui ne sera pas plus que ça dérangé. Notamment, bon, bah, il y a aussi tout l'aspect où bah, les États-Unis, mais alors pas que, hein, je pense que largement dans l'Occident, cette critique doit être faite. On a quand même choisi de réhabiliter, entre guillemets, hein, des gens pour leur savoir-faire scientifique et technique, alors qu'ils ont largement participé au travail de la guerre nazie et servir le nazisme par leurs compétences, si bonnes soient-elles. Et puis, un troisième baron est nommé au transport et à la poste, haut fonctionnaire de la Deutsche Reichsbahn, technicien passionné de chemin de fer, Peter Paul Freyer und Edler R. von und zu Elsrubenach, plus simplement nommé Paul Freyer von Elsrubenach, restera à son poste avec Schleicher puis Hitler jusqu'en 1937, date à laquelle ses critiques envers les politiques nazies à l'égard de l'Église catholique conduisent à sa démission. Donc bah lui, on va pas s'attarder particulièrement hein, sur son rôle, c'est juste que quelqu'un, encore une fois, hein, on est face à quelqu'un qui représente hein, cette aristocratie, qui est nommée au pouvoir, etc. Et qui va s'accommoder du nazisme. Bon, globalement, si lui, son problème avec le nazisme, c'est que ça critique un peu trop le catholicisme, est-ce qu'il a un vrai problème au fond ça peut se discuter aussi, quoi. Et puis, quatrième baron, et celui-ci, il est important, donc quatrième baron, Wilhelm Freyer von Geil, né en 1879 à Königsberg, en Prusse-Orientale, d'un père général, il a suivi un cursus de droit et administration aux universités de Bonn, Göttingen et Berlin, et a lui aussi été membre des corporations nationalistes Corps Saxonia et Borussia Bonn, avant de devenir haut fonctionnaire de l'État de Prusse. Alors Von Geil, lui, c'est un propriétaire lobbyiste agrarien, donc agrarien, encore une fois, on s'y retrouve, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours des grands possédants de terre, c'est toujours des personnes nobles. Et puis, bah alors lui, son bail, c'est qu'il est antisémite, hein, comme tous les gens un peu en vogue à l'époque. C'est un grand copain d'Hugenberg, c'est un grand copain d'Hindenburg. Alors, pour rappel, hein, si on a besoin de situer, Hugenberg, c'est le mania des médias, hein, le Bolloré de l'époque, qui est à l'extrême droite, et Hindenburg, le président, qui se fait soudoyer notamment hein, par les grands propriétaires terriens qui lui ont offert le domaine qui appartenait à sa famille et qui avait été perdu dû à des dettes. C'est globalement lui, donc Von Geil, qui va être la personne qui va appeler et informer Hindenburg des projets de réforme qu'avait Brüning face à ces réformes agraires. Hein. Donc, si on se souvient bien, ces réformes qui étaient de donner des aides pour que des chômeurs des villes puissent aller prendre les terres qui sont inexploitées, mal exploitées et grévées de dettes, et bah, redonner un souffle à l'agriculture et à la fois faire baisser le chômage en ville. Et donc ça va été jugé comme une politique communiste et inacceptable. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui préside une association pour l'entraînement de la jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui rêve un petit peu de ce rematch de la Première Guerre mondiale, hein, qui est dans une approche de se dire que, bon, bah voilà, ce serait quand même pas trop mal qu'on refasse le match et on revienne à refaire la guerre. Et donc, ce Von Geil, il est nommé ministre de l'Intérieur le 1er juin 1932, avec quelques idées bien arrêtées sur les sujets qui lui tiennent à cœur, comme la communication gouvernementale, les rapports entre la Prusse et le Reich, ainsi que le droit de la nationalité. Tout domaine où, en accord avec Papen, il va agir dans un sens pas précisément favorable à la Constitution et aux libertés publiques.
Donc on a un ministre de l'Intérieur à tendance fasciste, hein. Bon, est-ce que c'est étonnant globalement? Est-ce que nous, on peut vraiment jeter la pierre aux Allemands pour avoir eu ça? Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de ministre de l'Intérieur qui n'était pas à tendance fasciste en France? Mais bon. Et puis le sujet de la Prusse vis-à-vis de l'Allemagne, c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard parce qu'effectivement, c'est un sujet relativement important, notamment vis-à-vis des ministères de l'Intérieur et des forces armées, puisque, on l'a déjà dit précédemment, la Prusse, c'est un Länder, et c'est le plus grand Länder d'Allemagne, qui possède 60 000 hommes de forces de police qui obéissent au ministre de l'Intérieur de Prusse et pas au ministre de l'Intérieur de la République de Weimar. Et ça va mener à toute une discussion qu'on va avoir dans quelques instants au sujet de comment ce rapport vis-à-vis de la République et de la Prusse va être abordé. Et puis pour finir sur ce gouvernement, à l'économie est nommé le professeur Dr Hermann Warmbold, ministre déjà sous Brüning, mais c'était un ministre qui était ministre démissionnaire, puisque lui, il était d'avis que l'austérité, oui, mais alors pas pour les entreprises. On va tout de même pas non plus arrêter de financer nos bonnes vieilles entreprises. Donc, globalement, hein, quelqu'un de bien libéral. Et puis, à la justice, le dernier et pas des moindres, on a le docteur Franz Gunther. Alors lui, c'est le juge qui a jugé Hitler pour sa tentative de putsch en Bavière. À savoir que, donc, effectivement, hein, le parti nazi, et notamment Hitler, a tenté un putsch en Bavière, qui s'est soldé par un échec, et c'est la raison pour laquelle Hitler va faire du temps en prison. Alors ce juge, il va le condamner à 5 ans de peine, et globalement, bah, c'est relativement peu parce qu'effectivement, il le condamne vis-à-vis de 2 crimes qui, à l'époque, sont passibles de la peine de mort, à savoir le meurtre de 4 policiers et la haute trahison. Sur ces 5 ans de peine, Hitler n'en fera qu'un, et c'est à ce moment-là qu'il écrira Mein Kampf en prison, donc vous connaissez cette histoire, etc. Et bah, c'est un signe assez fort en réalité de nommer ce juge-là qui a été beaucoup plus que clément, parce que clément ce serait vraiment un euphémisme vis-à-vis d'Hitler. Et c'est encore une fois un geste en faveur des nazis qui est fait à ce moment-là. Et globalement, ce nouveau gouvernement, il va un peu surprendre tout le monde parce qu'en fait, personne ne le voit venir en réalité. Les ministres, nous l'avons dit, sont des inconnus du grand public jusqu'au chancelier. Leur absence de représentativité sociale atteint un niveau caricatural. La République de Weimar est née avec à sa tête un fils d'artisan sellier de Heidelberg. 13 ans plus tard, ce sont 2 héritiers à particules qui la dirigent, flanqués d'un cabinet composé des survivances du Kaiserreich et du Saint-Empire. 6 nobles sur 8, dont 4 représentants de la noblesse titrée. 3 barons et un comte. Les roturiers, quant à eux, sont de grands bourgeois liés pour l'un à l'industrie chimique et aux agrariens, et pour l'autre aux nazis. En tout cas, 2 titulaires d'un doctorat. Donc c'est vraiment le dernier truc pour nous montrer à quel point ce gouvernement est, comme on le dirait aujourd'hui, hors sol et complètement déconnecté de ce que vivent la plupart des Allemands. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont d'une part des aristocrates, d'autre part des grands bourgeois, et dans tous les cas, des gens qui ne vivent pas quelque chose qui pourrait leur donner une quelconque idée de ce qu'est le quotidien des Allemands. Et puis donc on va parler du sujet de la dissolution, c'est-à-dire que au moment où ce gouvernement est nommé, on l'a déjà un peu dit, en réalité, ce qui se passe, c'est que directement après, le Parlement sera dissous. À savoir qu'il n'y aura même pas de discours devant le Parlement de la part du chancelier, il y aura une dissolution immédiate. Une prise de parole sera quand même faite, mais pas vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de la population. Et donc, le ton est donné des réformes donc adjointées à une croisade culturelle, une reconquête chrétienne et morale du pays contre l'épouvantail marxiste, à savoir le SPD, le KPD et les syndicats. Et la fausse doctrine de la lutte des classes qui n'existe pas dans un pays chrétien. Si l'on ajoute à cela la touche de pragmatisme et de volontarisme du gouvernement de résultat, qui ne fait pas de promesses, qui veut agir et ne veut être jugé que sur son action, l'on obtient une ritournelle plutôt familière aux oreilles contemporaines. D'autant plus que Papen souhaite une clarification en politique intérieure. Et donc on est quand même sur un discours, effectivement, comme nous le dit Chapoutot, qui est relativement familier, où un groupe politique va se déclarer ni de gauche ni de droite, au-delà des clivages, et va instaurer une politique profondément réactionnaire avec une violence sociale particulièrement appuyée.
Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que, comme il y a dissolution, il va y avoir de nouvelles élections législatives qui vont devoir se tenir. Et ces élections législatives, elles vont se tenir dans un contexte très particulier. Très particulier, pourquoi? Parce que, notamment au fur et à mesure de leurs discussions, etc., pour construire ce gouvernement, hein, de la part de entre Schleicher et les nazis, à savoir que von Papen n'est pas un nazi, donc on est quand même sur un gouvernement qui n'est pas censé être complètement acquis aux nazis, même s'il va tout faire dans leur sens. Et donc, une des actions de ce gouvernement, ça va être de relégaliser les SA et les SS qui avaient été interdits. Alors, les SA et les SS, pour rappeler, hein, les SA, c'est ce qui se traduit littéralement par section d'assaut. Ce sont des gens qui sont un groupe paramilitaire, qui est une milice, et qui va faire de la propagande et des actions paramilitaires, hein, pour imposer l'idéologie nazie. Quant aux SS, les SS, c'est à la base uniquement des gens qui sont plutôt des gardes du corps en réalité d'Hitler, mais petit à petit, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure que le mouvement nazi se crée et s'étend, etc., et qui va devenir un genre de caste à l'intérieur de l'État nazi. Et on va se retrouver dans un contexte particulièrement violent, notamment parce que la violence va se déchaîner en Allemagne, au point où les historiens de l'époque parlent de quasi-guerre civile ou de guerre civile latente. Et donc, ce contexte-là, il est quand même extrêmement particulier. Mais non seulement, il y a aussi un contexte électoral particulier, puisque, alors, je vais vous épargner les chiffres, mais Chapoutot nous inonde d'un nombre incalculable de résultats d'élections pour montrer la tendance à la hausse des nazis dans les différentes élections, qu'elles soient locales, qu'elles soient dans les Länder ou qu'elles soient à l'échelle de l'État. Cette impressionnante litanie de résultats, que l'on pourrait compléter par les scrutins municipaux et cantonaux dans toute l'Allemagne, révèle une telle dynamique en faveur du NSDAP que la dissolution du Reichstag prononcée le 4 juin n'a aucun sens. Rappelons que la précédente dissolution, risquée, a abouti à une progression nazie qui a installé le parti dans le pays. Brüning, du moins, avait un plan. Il prévoyait de laisser courir la mandature jusqu'à son terme en 1934. Les experts économiques du gouvernement anticipaient un retournement de conjecture et d'un retour à la croissance vers l'été 1932. Les meilleures têtes politiques du Reich excluaient donc de toucher au Reichstag car le calendrier électoral depuis la dissolution de 1930 offrait cet oxygène. Seuls les nazis réclamaient un retour aux urnes à corps et à cri. Et seuls les idiots utiles de la droite et du centre furent en mesure de leur accorder. Et donc, vraiment, ce qui nous décrit, c'est que la décision de dissoudre le Parlement à ce moment-là, elle est lunaire, parce qu'elle est fondamentalement dans l'intérêt des nazis. Et que, même pour les centristes, le but devrait quand même tout de même pas être aussi clairement de donner le pouvoir aux nazis. Et puis donc va venir le sujet de la Prusse qu'on a un peu effleuré tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'en Prusse, avant les élections, le SPD sentant que le vent tourne et que ça devient un peu compliqué et qu'il y a un risque de la montée des nazis et de la prise de pouvoir sur le Länder prusse par les nazis, ont passé une loi qui dit que maintenant, pour changer le gouvernement, il ne faut pas seulement une majorité relative, mais il faut une majorité absolue. Ce qui, de fait, va éviter que les nazis prennent le pouvoir sur le gouvernement de Prusse. Et c'est notamment très important, on l'a dit tout à l'heure, parce que le Länder de Prusse, c'est un Länder à la fois symboliquement à gauche, mais c'est aussi le plus grand des Länder, et dont la police compte 60 000 hommes, donc à savoir presque autant que la Reichswehr, donc l'armée allemande. Il est pour ça important que les nazis ne puissent pas mettre la main sur le ministère qui va leur donner le pouvoir sur ces hommes. Ce qui se passe, c'est que au moment où le gouvernement Papen est nommé, Hindenburg, lui, il a décidé qu'il allait faire des chèques en blanc. C'est-à-dire qu'il a donné une ordonnance par 48.2, donc on rappelle le 48.2, c'est l'équivalent de notre 49.3, au gouvernement de Franz von Papen, mais il l'a donné en blanc. C'est-à-dire qu'il a signé une ordonnance pour dire, voilà, vous avez votre joker, vous pouvez passer la loi que vous voulez, et vous n'aurez pas besoin de vous soucier du Parlement. Déjà parce qu'il a été renvoyé et dissous, et d'autre part parce que vous avez le 48.2 pour pas risquer de devoir attendre un vote de la part du Parlement. Ce qui se passe, c'est que ces élections donc de Prusse, les nazis vont faire une forte progression, mais
cette loi va tout de même les empêcher de prendre le pouvoir. Et bah, d'une part, il y a plusieurs choses qui se passent à ce moment-là. C'est-à-dire que Franz von Papen, lui, il va faire pression sur le Zentrum, qui est à la base son parti, hein, pour qu'il y ait une alliance qui se fasse avec les nazis et que donc une majorité absolue se forme pour prendre le pouvoir. Mais les nazis, eux, sont toujours dans leur discours de dire « Ah oui, mais nous, on est anti-système ». Et donc, ils veulent pas s'allier avec un parti du système, en sachant que, bah, en fait, ils ont tout leur temps. Ils sentent que le vent est dans leur dos et que, bah, ils sont pas pressés de signer et s'engager à quoi que ce soit pour prendre le contrôle de ce gouvernement de Prusse. Et là, un peu coup de théâtre, Karl Severing, donc, qui est au SPD, hein, le parti socialiste allemand, décide, lui, de faire une alliance avec Von Gale, qui est le ministre de l'Intérieur, comme on l'a dit, de la République. Et donc, Karl Severing, ministre de l'Intérieur de Prusse, fait une alliance et lui dit, eh bien, écoute, moi, je mets à disposition les forces de l'intérieur de la Prusse au ministre de la République de Weimar. Alors, le pari, alors on n'est pas sûr et c'est pas développé dans le livre, mais moi, l'idée que je m'en fais, c'est que le pari qu'il fait, c'est de dire bon, voilà, je lui donne accès aux 60 000 têtes de police de la Prusse, et comme ça, bah, on viendra pas m'emmerder, on viendra pas essayer de renverser le gouvernement, et ça évitera que les nazis prennent le pouvoir en Prusse. Mais c'est exactement l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que ce sera pour le gouvernement l'occasion d'aller plus loin et d'arracher le pouvoir au gouvernement de Prusse. Et ce gouvernement allemand, lui, va donc décider d'instrumentaliser des violences qui ont lieu à cette époque-là en Prusse pour prendre le pouvoir. En l'espèce, le mois de juillet 1932 marque un point d'orgue de la violence politique en Allemagne, avec près de 100 morts et plus de 1000 blessés graves. Plusieurs épisodes marquent des journalistes et l'opinion publique, comme les incidents d'Olo en Silésie. Le 11 juillet qui voit la mort de 2 SA et plusieurs dizaines de blessés par balle dans les affrontements provoqués par les Reichsbanner du SPD et l'Eisenfront antifasciste, le SPD et du KPD. Ce drame permet aux nazis de déployer leur rhétorique obsidionale et victimaire. Le NSDAP présente toujours sa violence comme une légitime défense face à une insupportable et lâche agression. Contre l'évidence statistique qui montre au contraire, les 2 tiers des décès sont dus à la violence des SA. 6 jours plus tard, c'est à l'autre extrémité de la Prusse, dans la banlieue de Hambourg, que se déroule le dimanche sanglant d'Altona. Pour affirmer leur conquête et leur maîtrise de l'espace, plusieurs milliers de SA défilent dans ce quartier ouvrier très majoritairement socialiste et communiste. Altercations verbales et physiques ponctuent la marche. Puis, sous des coups de feu de part et d'autre, 2 SA étant mortellement touchés, l'intervention de la police de Hambourg ouvre le feu, fait 16 morts dans les rangs des habitants, sous les ordres du Polizei-Oberleutnant Franz Kosa, un policier engagé à l'extrême droite depuis le début des années 1920, sympathisant nazi, qui a su rassembler et organiser autour de lui un commando à sa main, lequel, après 1933, sera engagé dans la chasse aux communistes. Et donc il y a ces violences qui se mettent en place en Prusse, mais qui sont déjà présentes régulièrement en Allemagne à cette époque-là. Mais donc ces violences, c'est l'occasion pour le gouvernement allemand d'aller démettre le gouvernement russe. Notamment, en fait, Papen, en utilisant l'ordonnance 48.2 signée par Hindenburg, va démettre le gouvernement prussien et instaurer la loi martiale dans le Grand Berlin. Une ordonnance est dictée dans la matinée qui vise non plus les institutions de la Prusse, mais la population de la métropole du Grand Berlin et de la province du Brandebourg qui l'environne. Conformément à l'article 48.2, les droits et libertés fondamentales du citoyen y sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et, en conséquence, sont autorisées les restrictions de la liberté personnelle, de la libre expression, y compris par voie de presse, de la liberté d'association et de réunion, ainsi que des atteintes au secret des correspondances postales, télégraphiques, téléphoniques, des perquisitions et des réquisitions visant la propriété individuelle en dehors de tout cadre légal. Le texte, à la fois classique par l'énumération des articles de la Constitution qu'il suspend, est sidérant non seulement par les précisions qu'il apporte, mais aussi par le contexte qu'il vise. De telles mesures ont déjà été édictées en 1923 par le président Herbert. Mais dans des situations de quasi-guerre civile et d'insurrection armée, ici, rien. Le gouvernement du Reich emploie une artillerie juridique massive pour disperser des fantômes. Et donc là, on tombe sur ce truc qui nous explique que, grosso modo,
Le gouvernement du Reich va décider d'instrumentaliser ces violences et, au nom de ces violences, de pousser une logique sécuritaire et d'interdire un certain nombre de libertés fondamentales. Cette normalisation, elle va être acceptée en partie aussi parce que auparavant, on a déjà eu ce genre de mesures sécuritaires qui se sont jouées. Alors dans un cadre un peu plus légitime, mais ça permet aussi de relativiser toutes les choses qui sont mises en place. Partout en Prusse, la prise de contrôle des administrations et des polices se déroule de manière synchronisée, avec des officiers arrivés secrètement sur zone plusieurs jours auparavant. Dans un bal conspiratif parfaitement mis en musique par les services de von Schleicher, ce qui conduit les hystériens de la séquence à parler de coup d'État. Face à ça, Séverine, donc on rappelle le ministre de l'Intérieur SPD, donc Parti socialiste allemand de Prusse, lui va s'insurger et va contester donc à raison de la validité des décisions prises. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que son argumentation, elle n'aura pas grand effet face à un coup d'État. Il va dire vous n'avez pas le droit, il aura bien beau avoir raison, ça n'empêche que ça se passera comme ça quoi qu'il arrive. En revanche, lui va un peu plus loin et dit que de toute façon, lui il renoncera pas sans arrestation. Ce à quoi Papen va lui dire ok, il n'y a pas de souci. Séverine répète qu'il s'inclinera seulement devant la force physique brute, conduisant le chancelier à lui demander ce qu'il entend par là. Le ministre Dr H.C. Serving expliqua alors qu'il entendait se rendre à son bureau et expliquer au commissaire du Reich qu'il ne le quitterait qu'en cas d'arrestation. Comme si un scénario se dessinait qui permettait à chacun de garder la face, il en fut ainsi. Goebbels, dans son journal, ne cache pas son intense satisfaction. Avec le coup de Prusse, la gauche est brisée et le gouvernement Papen achève de démontrer sa servilité à l'égard du parti nazi. Tout roule comme prévu. Bracht est nommé commissaire du Reich. Séverine affirme qu'il ne cédera qu'à la force des baïonnettes. Une légère pression de la main suffit, car tout le monde se défile facilement. Les rouges, il suffit de leur montrer les dents, ils se couchent. Les socialos et les syndicats ne bougent pas le petit doigt. Nous nous réunirons en cercle restreint et inscrirons sur un petit bout de papier notre liste de courses, tout ce que Bracht doit faire désormais. Le lendemain, Goebbels rend son verdict, terrible. Les rouges ont raté leur heure, elle ne reviendra jamais. Et donc, suite à ça, Papen, lui, va prendre la parole à la radio pour expliquer à tout le monde qu'est-ce qui se passe en Prusse, pour que toute l'Allemagne soit au courant et qu'il annonce son discours à lui. Quoi. Et son discours, ce qu'il va faire, c'est qu'essentiellement, il va normaliser une union avec les nazis et diaboliser la gauche. Je n'hésite pas à dire haut et fort que c'est le devoir moral de tout gouvernement de distinguer clairement les ennemis de l'État, entre ceux qui détruisent notre culture et ceux qui se battent pour le bien commun de notre peuple. C'est parce que l'on n'a pas su se décider, dans les cercles politiques qui comptent, à abandonner ce signet égal en matière politique et morale. On trace entre les communistes et les nazis. Que l'on a créé ce front républicain artificiel qui a enrôlé les forces communistes, hostiles à l'État, dans un front commun contre le mouvement montant du parti nazi. Le gouvernement du Reich ne se reconnaît dans aucun parti, mais il reconnaît le devoir moral de constater que recruter de tels éléments de gauche pour le combat politique met gravement en danger les fondations de l'État. Grosso modo, on est passé de les extrêmes à l'extrême gauche, où l'extrême gauche s'englobe à la fois les communistes du KPD, qui est effectivement un parti révolutionnaire à l'époque, donc qui a effectivement pour but de renverser l'État, et de l'autre côté, le SPD, qui est le parti socialiste, et qui est tout ce qui est de plus raisonnable. Tout ça en normalisant le NSDAP, donc le parti nazi, qui, lui, de son côté, reste bien évidemment un parti putschiste et qui a jamais renoncé à ça. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle le parti nazi décide de se lancer dans des élections plutôt que de continuer sur son approche putschiste, c'est par stratégie. Et globalement, c'est des gens qui ne s'en cachent pas, voire pas du tout. Et ils s'en cachent pas du tout au point où Hitler avait même dit devant un tribunal « Des têtes vont rouler dans le sable ». Autrement dit, les nazis ne faisaient pas mystère, y compris dans l'enceinte des tribunaux, qu'ils comptaient subvertir l'ordre constitutionnel par la violence, même s'ils disaient vouloir le respecter pour parvenir au pouvoir. Il reste par ailleurs que les agissements des troupes de voyous nazis contredisaient quotidiennement les déclarations modérément apaisantes de leur chef, et singulièrement en cet été 1932, marqué par une véritable explosion de la violence des SA et des SS dans les rues.
Et donc c'est dans tout ce contexte qu'ont lieu les élections législatives de 1932. Donc évidemment, comme on peut s'en douter, à quoi ça mène? Ça mène que le gouvernement, hein, qu'on rappelle, malgré tout ce qu'il a fait, c'est censé être un gouvernement centriste, hein, c'est pas censé déjà être un gouvernement nazi, mais le gouvernement perd encore plus de soutien. Et les nazis, eux, continuent de grimper dans leur représentativité et se retrouvent avec 37,3% des voix. Et les partis bourgeois, eux, perdent encore plus de sièges au Parlement. Le chapitre se conclut donc en disant: dans ces conditions arithmétiques désastreuses, il faut vaillamment poursuivre dans le sillon creusé depuis des mois l'alliance avec les nazis auxquels toutes les marques de considération et de bonne volonté ont été adressées, de l'autorisation des SA et SS, entre parenthèses avec les conséquences meurtrières que l'on sait, à la dissolution du Reichstag en passant par la révocation du gouvernement SPD-Zentrum de Prusse. Le tout sur fond de conciliabule et de concertation secrète permanente. Schleicher et Papen ont toutefois été méticuleusement abusés par les nazis, qui n'ont aucune intention de respecter les termes d'un quelconque accord, fût-il tacite. Leur perspective est purement utilitariste. Tout ce que les idiots utiles de la droite et du centre peuvent leur offrir, ils le prennent, quitte à promettre ceci ou s'engager sur cela, à la réserve mentale constante, prêts qu'ils ne s'estiment liés par rien d'autre que leur soif de pouvoir propre. Voilà pour ce chapitre, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez apprécié ce travail et vous trouvez ça intéressant, la lecture de ces livres, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, machin chose, la cloche, soutenir, blablabla, les pouces et trucs. Vous connaissez la chanson, etc. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, que quelqu'un vous tende la main, etc. Je me fatigue, j'en peux plus. Enfin bref, voilà. Merci et à la prochaine.